liées au sol, aux plantes, aux oligo-éléments. Bon, le plan, vous allez le découvrir au fur et à mesure où je vais l'exposer. Suivante, s'il vous plaît. Donc, j'ai demandé à mes collègues des tables assez génériques, puisque là, on a eu quelques exemples de plantes dont on a dit qu'elles étaient sensibles. Et ça, ce sont des tableaux que j'ai récupérés des collègues qui vous expliquent de manière très synthétique quelles sont les plantes qui marquent le plus par rapport aux carences en oligo. Donc là, grande culture, merci Arvalis. Et il y a plusieurs critères. Il y a la fréquence du symptôme et son intensité. Et j'ai mis en rouge systématiquement quand il y avait minimum 3 croix, c'est-à-dire ou bien beaucoup d'intensité ou bien de fréquence. Donc ça, ce sont vraiment des tables de référence très, très utiles que je ne détaille pas, mais sachez qu'elles sont dans cette partie de synthèse suivante. Il y a également la même chose que j'ai demandé à Alain sur la vigne et l'arboriculture. Donc, merci beaucoup, Alain, d'avoir également fourni, selon toi, ce qui étaient les situations les plus à risque. Et puis, en allant, merci, en suivante, j'ai aussi retrouvé un document un peu plus ancien des comptes rendus de la Société d'agriculture sur des cultures maraîchères. Donc là aussi, alors là, il n'y a pas intensité, fréquence, mais en gros, il y a des couleurs qui vous expriment en fonction des oligos et des types de plantes, celles qui sont les plus à risque. Suivante. Et puis là, c'était une entrée végétaux. Là, c'est une entrée sur les oligos. Donc là, c'est un petit récapitulatif. Donc on a regardé le cas du manganèse et du cuivre. Et là, donc, on complète avec les situations en fait qui réduisent la biodisponibilité de ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on a bien sûr des phénomènes de carence vrais. Et là, il s'agit plutôt d'exprimer aussi les blocages par rapport à ces éléments et la fréquence de ces blocages. Voilà. Donc là, maintenant, je vais passer un petit peu au diagnostic suivante. Alors, ça, c'est une chaîne de questions que l'on peut se poser dans une logique d'anticipation des problèmes, c'est-à-dire qu'on analyse vraiment les risques et à la limite, la symptomatologie vient à la fin pour confirmer qu'effectivement, on a bien une situation à risque. Ceci dit, suivante, l'outil de symptomatologie, alors je vais présenter 3 outils. Il y a la symptomatologie, l'analyse de terre, l'analyse de plantes. La symptomatologie, bien, c'est quelque chose d'assez bien développé. Bon, c'est quand même très complexe parce qu'il peut y avoir des tas de confusions avec même des maladies, des virus, etc., des stress biotiques. Et se rappeler qu'il faut toujours croiser un symptôme avec l'état du milieu, l'état les paramètres du milieu, ceux que j'ai mis à droite. Et si possible, donc, utiliser également une analyse de terre. Alors, pour revenir sur suivante, pour revenir sur les exposés du début, les problématiques sur les analyses de terre, c'est déjà savoir que le Graal, on ne l'a pas encore trouvé. Donc, en ce qui concerne les extractants, il y en a plusieurs. Et donc, ça peut poser problème, notamment si, par exemple, on compare des analyses de terre issues de laboratoires différents qui n'utilisent pas les mêmes méthodes d'extraction. Ensuite, l'analyse de terre n'est vraiment pertinente que si l'on pense avoir affaire à une carence vraie. Par exemple, dans le cas du fer, ça serait assez peu probable. Ensuite, se dire est-ce que l'indicateur sol est fiable? Par exemple, on sait que le manganèse peut facilement, sa biodisponibilité peut être influencée par le potentiel redox, et donc il est souvent reconnu qu'une analyse de sol vis-à-vis du manganèse est peu fiable par rapport à vraiment ce qu'on attendait en termes de biodisponibilité, parce que voilà, il peut y avoir du manganèse dans le sol, mais être plus ou moins rendu biodisponible, notamment selon le potentiel redox. Quant au molybdène, les concentrations sont tellement faibles qu'il m'a été déconseillé de se fier sur l'analyse de terre. Bon, il faudrait voir avec les collègues analystes si on est proche de la méthode de détection, mais apparemment, il n'y a quand même pas des grosses variations de concentration, donc ça ne semble pas être un indicateur. L'indicateur sol n'est pas fiable. Bien sûr, se renseigner sur le fait que ce soit bien référencé
et surtout que les référentiels soient complets. C'est-à-dire que, par exemple, comme on vient de le voir avec Justine, le cuivre s'interprète par rapport à la teneur en matière organique, le bore, le cuivre par rapport à la texture, le zinc par rapport à la valeur du pH et le bore par rapport à la teneur en calcaire. En soi, si on n'avait que les extractions cuivre, bore, zinc, etc., ça ne suffirait pas à faire le diagnostic. Donc ça, c'est bien dans la problématique générale des analyses de terre. Il faut souvent compléter ce que l'on sait des simples valeurs extraites, des valeurs extractibles, par d'autres paramètres. Ensuite, voilà un tableau également synthétique, diapositive suivante, qui vous récapitule en fait la pertinence de faire des analyses de terre. Donc, c'est un résumé synthétique de ce que je viens de vous dire. Effectivement, fer et molybdène en bas sont plutôt déconseillés. Et pour le reste, vous avez des raisons qui justifient l'analyse de terre pour le diagnostic, ainsi que certains seuils. Maintenant, je vais aller sur le dernier outil à disposition, l'analyse de plantes. Donc, l'analyse de plantes est plutôt bien renseignée. Suivante, s'il te plaît, Sophie. Et ce que l'on peut dire, c'est un petit peu comme un Nutri-Score. Hein, on donne souvent des fourchettes. Bien sûr, les laboratoires ont toutes les références en fonction des espèces, des organes, des âges, et même, ça peut interférer aussi avec les niveaux de nutrition. Alors là, je ne suis pas sûr que la finesse des diagnostics aille jusque-là, mais on sait que les teneurs sont influencées par les niveaux de nutrition, et les fourchettes que j'ai mises ici, c'est compris entre le seuil de carence et ce qui commence à être parfois un seuil de toxicité. Pour terminer, alors les méthodes de correction dont on a entendu parler, on a parlé de redressement, d'entretien, de traitement préventif. Alors, avec quelle forme chimique, sol ou feuille, à quelle période, à quel stade, à quelle dose? Ce qui peut influencer la réponse, c'est des facteurs sol, comme les conditions du milieu, le pH, la biogéochimie de l'oligo, qui peut varier, cation, anion, sa teneur extractible. Et puis, du côté plante, est-ce qu'on a affaire à des espèces annuelles, des espèces pérennes, et est-ce que l'élément est mobile dans la plante? Suivante, ce que j'ai tiré de plusieurs lectures, c'est que les corrections se font très souvent sous forme foliaire et au sol, et que d'après ce que j'ai pu lire, il était plus courant de préconiser des corrections foliaires parce que parfois, en fait, il s'agit plutôt de carences induites que de carences vraies. Suivante, et là, donc, je vais reboucler la boucle en vous parlant de biofortification. On retrouve plusieurs éléments des exposés de ce matin, notamment cette fameuse courbe montrée par Laurence Denex. En jaune, on a une zone de carence vraiment par rapport à la plante. En vert, c'est la teneur optimale par rapport à la plante, mais pour des besoins de nutrition humaine, il faudrait les teneurs que vous avez en bleu. Et puis ensuite, en rouge, c'est toxique pour la plante. Et la biofortification, c'est l'action d'essayer par des pratiques culturales de partir, vous voyez, du 15 et d'aller flirter entre 50 et 200 en se disant que les personnes qui vont se nourrir de ces aliments risqueront moins de carence de ces éléments. Suivante. Et donc, il y a des expérimentations qui sont faites notamment sur le zinc, pour l'enrichissement notamment des grains de céréales qui sont l'élément essentiel d'une grande part de l'humanité. Et ce qui est fait dans ces expérimentations, c'est d'appliquer du zinc en foliaire, parce que l'on constate, alors c'est la feuille de gauche, le graphique de gauche, quand les plantes sont peu capables de prélever du zinc dans le sol parce qu'il y a des blocages, etc., on sait qu'avec le zinc, qui est mobile dans le phloème, en enrichissant les feuilles, on peut enrichir le grain. Par contre, évidemment, ça n'a pas d'intérêt quand la plante est tout le temps capable de prélever du zinc dans le sol. Et des collègues, mais ça dépend des sols, ont mis le seuil qui fait passer la plante d'un système à l'autre, c'est-à-dire de retranslocation ou d'alimentation continue dans le sol, à cette valeur-là. Enfin, peu importe. En tout cas, ce qui compte, c'est que dans ce cas-là, plus l'apport est tardif, plus ça marche pour enrichir le grain. Suivante. Et des collègues ont fait une expérimentation en regardant l'effet d'un enrichissement foliaire sur les teneurs en zinc dans les grains, et avec le zinc, je n'ai pas les données sur le fer dont on a beaucoup parlé, mais avec le zinc, ça marche bien. Ça marche bien, beaucoup mieux sur le blé que sur le maïs, donc c'est céréales dépendant, et surtout, dans les expérimentations, l'entretien du sol ne changeait rien, il y avait vraiment un blocage. Pardon.
Nous allons donc, merci, passer à la conclusion. Donc, retenez que les carences en manganèse sur les céréales touchent l'avoine, puis le blé, l'orge et le seigle. Le bord touche le tournesol et la betterave. En viticulture et arboriculture, on a plutôt des carences en manganèse, fer, bore et zinc. Et sur les protéagineux, il n'est pas rare de parler de carences en fer. En fait, on parle de carences, mais ce sont souvent des blocages. Retenez que l'analyse de terre est peu pertinente pour le manganèse, le molybdène, que les applications foliaires sont souvent efficaces. Les cocktails d'oligo-éléments, il y a une question là-dessus, ne sont pas préconisés. Alors que faire quand il y a plusieurs oligos qui manquent? J'espère que quelqu'un aura la réponse. À l'exception de beaucoup d'éléments qu'on a vus, le molybdène, lui, est de plus en plus biodisponible au fur et à mesure que le pH monte. N'oublions pas qu'il y a des synergies, des antagonismes entre les oligos, entre eux et avec les majeurs, et des belles perspectives pour la biofortification en zinc. Voilà. Merci beaucoup, Lionel.